80, c'est notre chiffre du jour. Selon des études internationales, si on introduisait le transport public autonome dans la circulation, on pourrait réduire de 80% le nombre de voitures sur nos routes. Rendez-vous compte, c'est 4 voitures sur 5 qui ne seraient plus utilisées au profit du transport partagé. Alors est-ce que tout ça sera bientôt désuet ou est-ce seulement une utopie, ce transport autonome? On va voir ça tout de suite dans le tram. De prime abord, je ne serais pas partante pour faire un petit voyage en tram ou en voiture sans chauffeur. Ça supprime de l'emploi. Et alors en plus dans Bruxelles, la circulation est tellement... c'est tellement épouvantable de circuler dans Bruxelles. Est-ce que vous feriez confiance à ce type de moyen de transport? Franchement, non. Pas pour l'instant, pas encore pour le moment. J'attends de voir. Si après on voit des bus sans chauffeur et on voit que ça fonctionne bien, oui. Je pense qu'au début, les premiers prototypes, etc., on va quand même être beaucoup plus sur nos gardes, etc. Mais que d'ici une dizaine d'années, 5-10 ans, je pense que les programmes et les intelligences artificielles seront assez capables de nous mener à bien, quoi. Mohamed Mesgani, bonsoir, bienvenue dans ce tram. Vous êtes secrétaire général de l'Union internationale des transports publics. Et qui de mieux pour répondre à cette question de la définition du transport autonome? Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors un transport autonome, c'est un transport ou un véhicule qui peut se mouvoir de lui-même, sans intervention humaine. Donc c'est un véhicule qui est équipé de capteurs, de caméras, de lasers et qui peut identifier les obstacles fixes ou mobiles sur la voirie. Et en fonction de l'intelligence qu'il a, il peut définir sa vitesse, définir sa trajectoire pour se mouvoir dans la circulation. Et tout ça n'est pas vraiment futuriste parce qu'il y a certains éléments que vous venez de citer qu'on retrouve déjà dans nos voitures actuelles. Effectivement, donc il y a plusieurs niveaux d'autonomie. Ça va du niveau 0, donc sans autonomie, jusqu'au niveau 5. Et c'est vrai que nos voitures actuelles sont de niveau 2 et elles ont des fonctions qui sont automatiques. Par exemple, le parc assist qui permet de se garer sans aucune intervention du conducteur. Alors, sans intervention du conducteur, mais ce n'est pas 100% fiable parce qu'il arrive qu'on soit à BX1 par exemple, on a des voitures comme ça, et la voiture freine toute seule parce qu'elle était un tout petit peu trop proche de la voiture. Est-ce que c'est pas un risque, cette autonomie de la voiture? En fait, en théorie, la voiture autonome devrait être plus sûre. Les niveaux de sécurité devraient être supérieurs à une voiture conduite par un conducteur. Mais c'est vrai que on doit encore tester les voitures dans des conditions réelles de circulation, car il y a des piétons, d'autres voitures, des vélos, des personnes qui peuvent traverser. Et donc, on doit pouvoir lire les intentions des personnes ou les intentions des autres conducteurs, comme on le fait quand on conduit notre propre voiture. Donc, l'intelligence de la voiture doit évoluer pour se rapprocher le plus possible du comportement humain. Mais les fonctions et la technologie embarquée et l'intelligence embarquée lui permettent d'être plus réactif, plus rapidement qu'un être humain. Et donc, c'est comme ça qu'on peut améliorer la sécurité. Donc pas tout de suite des voitures autonomes sur nos routes parce que ça demanderait une infrastructure particulière justement pour pouvoir appréhender les différents obstacles. Par contre, cette technologie, elle est déjà testée pour le transport public. Effectivement, donc il y a des tests et notamment donc, par exemple la STIB à Bruxelles teste des navettes qui peuvent transporter jusqu'à 10-12 personnes. Il y a des tests qui se passent dans le parc de Woluwe, sur le campus de Solvay. Le D-Line, par exemple, le test sur l'enceinte de l'aéroport de Zaventem, un véhicule partagé qui est testé sans passagers pour le moment, mais dans quelques mois, il y aura des passagers à bord pour desservir l'enceinte de l'aéroport. Et donc, ce sont des navettes qui vont circuler à une vitesse réduite pour le moment, c'est maximum 20 km/h, pour justement tester les différentes fonctionnalités et pour être prêt pour les introduire dans la circulation routière. Et alors justement, dans un de vos rapports, vous expliquez que si on introduit ce transport public autonome dans la circulation, à terme, ça pourrait réduire de 80% le nombre de voitures en circulation. Qu'est-ce que pourrait permettre concrètement le transport public autonome? Alors, le transport public autonome, bien entendu, est une manière de diminuer la circulation automobile. Parce que si les véhicules autonomes
Si on ne faisait qu'enlever le chauffeur ou le conducteur du véhicule actuel, on créerait beaucoup plus de circulation parce qu'on pourrait voir des véhicules circuler à vide. On pourrait voir des véhicules utilisés juste comme salle à manger ou comme chambre à coucher. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une utilisation partagée et à la demande des véhicules autonomes. Et ces véhicules vont compléter le réseau de transport collectif. Et c'est comme ça qu'on pourra diminuer la circulation et avoir un avantage vraiment du déploiement des véhicules autonomes. Donc compléter les zones où il manque aujourd'hui des transports autonomes. La Belgique réfléchit à ça, mais au niveau international, au niveau mondial, on n'est pas tous sur la même échelle, au même niveau de réflexion. Alors c'est vrai qu'il y a des réflexions un peu partout dans le monde. On peut identifier trois tendances. Si on prend les États-Unis, par exemple, ça a toujours été la voiture particulière qui a guidé les développements du véhicule autonome. Donc l'objectif aux États-Unis, c'est vraiment de remplacer la voiture de tous les jours par une voiture autonome. Si on regarde en Europe, c'est plus les navettes partagées, le transport collectif. Donc vraiment, trouver des solutions pour réduire l'impact de la voiture sur la circulation urbaine. Et si on regarde en Asie, par exemple, c'est plus les zones peu denses, la périphérie, là où habitent les personnes âgées. Et la voiture autonome est vue, ou le véhicule autonome est vu comme une solution de mobilité pour les personnes à mobilité réduite. Donc on voit trois approches différentes, mais je pense que dans l'avenir, ces trois approches cohabiteront dans une même ville ou dans une même région. Alors peut-être certaines vont donner plus de poids à la voiture, d'autres plus de poids au transport collectif. Ce qui est important, c'est que ce soit une approche collective, c'est que le bien public soit mis en avant. Merci beaucoup, Monsieur Mesghani, pour cet apport d'informations ce soir au sujet du transport autonome. On l'a compris, tout ça est en réflexion, surtout en train d'être pensé par des chercheurs et des techniciens. Mais tout de suite, dans le complément, on va voir quels risques est-ce que le transport autonome peut engendrer. Xavier Takoun, bonsoir. Vous êtes directeur du bureau d'études Espace Mobilité et vous dénoncez d'une certaine manière l'utopie qui se cache derrière cette technologie du transport autonome. Pour quelles raisons ? Pour beaucoup de raisons. Derrière l'utopie qui se cache, c'est une technologie pleine de promesses, moins de congestion, moins de pollution, moins d'accidents, le transport accessible pour tous. Alors c'est vrai qu'il y a des promesses qui sont en partie vraies derrière l'automatisation des véhicules. Ça pourrait permettre de déployer une offre de transport public, des robots taxis dans nos villes, sur nos territoires. Mais en fait là derrière se cache énormément de difficultés à le mettre en œuvre. Et le gros problème de l'automatisation des véhicules, si on est vraiment dans un scénario dans 40-50 ans, c'est qu'on va rendre le transport accessible à tous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 30% de la population qui n'est pas en capacité de conduire, trop jeune, trop vieux, avec des déficiences, et qu'on va donc amener encore plus de gens à pouvoir s'offrir un déplacement individuel en voiture. De plus, le transport pourrait diminuer en termes de prix et donc être encore de plus en plus accessible, et de telle sorte que les gens risquent de délaisser le transport public de masse. Et finalement, délaisser le bus, le tram, peut-être pas le métro ou le train, mais d'une certaine manière, on va augmenter la demande de mobilité et donc augmenter potentiellement la congestion, ses externalités, et donc la pollution, la sécurité routière. Néanmoins, il y a quand même des effets bénéfiques à cette automatisation des transports. Je pense que lors d'une précédente émission, vous avez parlé du 30 km/h en ville. L'automatisation des véhicules, ce sont des algorithmes, ce sont des ordinateurs qui vont conduire. Si un ordinateur, on dit qui permettrait du coup de gérer la vitesse, voilà. Aujourd'hui, l'être humain ne respecte pas, mais la machine va respecter. Et donc, il y a des promesses, mais elles sont loin d'être une révolution pour le secteur de la mobilité. Alors, des promesses qui ont été mises en test, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Quelles ont été les conclusions de ces tests, notamment pour les navettes partagées ? Alors, on a des tests tout d'abord au niveau du secteur de l'industrie automobile et des compagnies technologiques, les Google, les Tesla, les grands équipementiers automobiles. Ça, c'est une chose, mais en Belgique, on n'est pas en reste. Que ce soit la STIB a déjà fait 2 expérimentations de navettes autonomes, une dans le parc de Woluwe et une autre sur le site de Solvay dans le nord de Bruxelles. Mais c'est prometteur comme un engin partagé, le but étant que ce soit des minibus qui vous permettent de relier la station de métro, la gare, etc. Donc c'est prometteur, mais la technologie donc est encore sur le loin dernier d'être kilomètre, parfaite. ce qu'on appelle le dernier kilomètre. C'est ce qu'on appelle le premier et dernier kilomètre, pour affiner, pour permettre au transport public structurant, donc les grands axes de transport public, de desservir plus de monde. Donc c'est plein de promesses également, mais c'est une course contre la montre, parce que les investissements qui sont faits dans le transport public, ils sont pas négligeables, mais ils sont relativement modestes par rapport à ce que l'industrie automobile investit dans le secteur. Et donc, vous avez un peu peur que l'industrie automobile prenne en fait le devant sur ce qui pourrait être développé ici en Belgique ou ailleurs, j'imagine.
j'imagine. C'est plus une peur, c'est une conviction. C'est que l'industrie automobile et les entreprises technologiques ont 20 ans d'avance sur le sujet, en fait, quelque part, quoi. Parce que Google fait rouler des voitures comme cela depuis plus de 10 ans et malheureusement le pense pas dans un cadre de transport partagé. Et il n'y a que si le transport est partagé, c'est-à-dire que plusieurs personnes sont à bord de ces véhicules, qu'on va pouvoir résoudre cela. Néanmoins, en Belgique, que ce soit en Flandre, à Bruxelles, en Wallonie, des projets se développent. En Wallonie aussi, le TEC lancera d'ici plusieurs mois un test de navette autonome à Louvain-la-Neuve. En Flandre, il y a des projets de Delaine, il y a des projets dans les hôpitaux. Donc attention, les choses sont en train, les autorités, les opérateurs sont en train de prendre la mesure, mais il va vraiment falloir accélérer le rythme pour garantir que ce transport autonome soit un transport partagé et donc efficace, au même titre qu'aujourd'hui, le transport public est plus efficace parce que plus massif, il transporte plus de monde au même moment sur les mêmes itinéraires. Alors pour intégrer ces transports autonomes dans nos rues, que ce soit pour les navettes ou pour les véhicules individuels, il va falloir des infrastructures, j'imagine des sites propres. Alors justement, c'est l'erreur qu'il faudra éviter, parce que si on veut que le déploiement, je parle bien du transport public autonome, se développe, il faut que la technologie soit suffisamment robuste que pour éviter un maximum de devoir repenser complètement nos villes. Néanmoins, de toute façon, on est en train d'adapter la ville à un transport partagé. Essayer d'avoir les choses de plein pied, de pouvoir avoir la cohabitation des piétons, des cyclistes, des trottinettes, de laisser un peu de place pour la voiture, mais d'avoir ce transport. Et donc c'est plutôt vers ça qu'il faut tendre. Il ne faut pas adapter la voiture au transport autonome, mais il faut que le transport autonome s'adapte à la ville, qu'on puisse réduire les vitesses. Le transport autonome ne doit pas être rapide en termes de vitesse, il doit être performant. Mais donc il faut justement éviter qu'on doive adapter la ville au transport autonome, sinon on va droit dans le mur en quelque sorte. Et puis ça coûterait sans doute extrêmement cher de devoir aménager toutes ces infrastructures. Merci beaucoup Monsieur Takoun pour toutes ces explications. Alors on l'a vu, le transport autonome, oui, mais selon les experts qu'on vient de recevoir, le transport, la voiture autonome individuelle, elle ne serait pas une très bonne idée parce qu'on déplacerait le problème et on renforcerait donc le trafic routier. C'est la fin de cette émission. J'espère vous avoir fait voyager un tout petit peu dans le futur avec celle-ci. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à la semaine prochaine, même heure, même tram.